Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part. Chronique dans laquelle, comme d'habitude, je vais analyser pour vous, mais aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Je vais analyser des actualités, des vidéos, des extraits d'articles, des publications Instagram ou autres que je trouve donc au fur et à mesure de mes pérégrinations sur Internet. Et il y a des choses qui ne sont pas tristes du tout, vous allez le voir. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je vous recommande évidemment de jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez un certain nombre de liens, notamment pour acheter mon livre, pour accéder à la boutique de robes et d'accessoires, pour avoir les liens vers tous les différents réseaux sociaux de Femmes à part. Je vous mets également les sources des articles et des sujets dont je vais vous parler. Si je me réfère à d'autres vidéos ou d'autres analyses, je vous les mettrai en barre d'infos également, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis c'est parti pour cette petite chronique d'actualité. Alors pour commencer avec un petit sourire, une youtubeuse qui s'appelle Tiffen avec un Y, qui n'a pas énormément d'abonnés puisque sa chaîne a un peu plus de 1000 abonnés. Par contre ça c'est une vidéo qui a fait le buzz, notamment parce qu'elle a été vidéoscopée sur la chaîne de Stéphane Edouard, donc je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse de la regarder. Ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'en fait cette femme, pendant tout son discours d'ineptie qui dure 6 minutes, met au féminin notamment les adverbes. Alors il y a certains noms aussi, je crois qu'elle met au féminin, mais les adverbes aussi. Donc par exemple, vraiment, elle dit vraiment, complètement, je sais pas, bon après je sais plus trop exactement ce qu'elle dit, mais c'est très surprenant. Au début, la première fois, la deuxième fois qu'on entend, on se dit j'ai mal entendu. Elle a mal prononcé, ça peut arriver quand on parle, qu'on fait une vidéo comme ça, on peut faire une faute, j'allais dire une faute de frappe, non mais bon, parfois on peut avoir la langue qui fourche et on fait un mauvais accord, une mauvaise liaison qui n'existe pas, etc. Bon, pas de problème, une fois, deux fois, puis en fait au bout d'un moment on se dit non mais là, elle fait exprès en fait. Et en fait on se rend compte qu'effectivement c'est une brave dame qui a décidé, son côté féministe sûrement l'a poussée en fait à féminiser tout ce qu'elle peut féminiser. Donc je sais pas, a priori le fait que, comment dire, je pense qu'au niveau des noms communs, voilà, c'est complètement aléatoire, que ce soit masculin ou féminin, enfin c'est aléatoire et c'est idiot de vouloir féminiser certains noms masculins. Par contre, au niveau des adverbes, elle est vraiment pas très futée, on va dire ça poliment, de ne pas avoir compris qu'en fait un adverbe est un mot de la langue française qui est invariable, donc il n'y a ni masculin ni féminin, et c'est pas le fait d'ajouter un E ou quoi que ce soit au bout qui va le rendre féminin et qui va redonner de la place aux femmes. Et même si les femmes étaient vraiment victimes d'injustice dans la société, c'est exactement ce genre de comportement qui fait qu'on n'a pas du tout envie de prendre les féministes au sérieux et qu'on voit vraiment qu'elles se battent sur des choses complètement absurdes qui n'ont aucun intérêt, et je trouve que ça décrédibilise énormément leur cause, et quand je dis cause, je le mets avec des guillemets. Voilà pour la première petite drôlerie de cette semaine. Autre chose qui m'a fait un petit peu doucement rire dans un reportage que je regardais sur la gendarmerie, des interventions de gendarmerie, qui datent un petit peu, mais on voyait deux femmes gendarmes, je vais pas dire deux gendarmettes, ça vous ferait peut-être penser à un film. Donc deux femmes gendarmes qui commencent leur ronde, c'est dans le sud, elles commencent leur ronde, leur patrouille habituelle. Et c'est un peu le hasard, je pense, que ça soit deux femmes en même temps, parce que tout au long du reportage, parfois c'est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, enfin bon, j'imagine que c'est selon leur tour de garde. Et donc ces deux femmes sont en patrouille en même temps, et en fait il y a une alarme de maison qui se déclenche, et donc elles se rendent sur place pour sans savoir si les cambrioleurs sont encore dans la maison dont l'alarme retentit ou pas. Donc elles préviennent leurs collègues, elles s'approchent, etc. Elles sautent par-dessus la grille qui est fermée, et puis là elles seraient censées en fait rentrer. Donc elles constatent quand même l'effraction de l'extérieur, elles voient qu'il y a une des fenêtres derrière qui a été cassée, donc visiblement il y a effraction, ça c'est sûr, mais elles ne savent pas
si les cambrioleurs sont toujours dedans ou pas. Et normalement, en fait, on rentre dans la maison, on regarde quoi. Surtout si on est, nous, on a déjà malheureusement été cambriolés, même sans les gendarmes. En fait, on rentre sans être armé, sans gendarme, on rentre et on regarde. Enfin voilà, c'est peut-être pas la chose à faire, mais bon. Et là, les deux femmes qui plus est gendarmes armés, etc. En fait, ne rentrent pas. Une fois qu'elles ont constaté l'infraction, vont se replier, vont appeler du renfort. Et quand leurs collègues masculins arrivent, leurs collègues hommes, et en fait ils se séparent, il y a un homme qui va avec une des gendarmes et l'autre homme qui va avec l'autre femme gendarme. Donc ils font deux binômes, ils rentrent par divers endroits de la maison pour un peu faire la tenaille au cas où il y a encore des cambrioleurs dedans. Et les femmes en plus sont derrière les hommes, c'est vraiment caricatural. Bref, tout ça pour dire que je pense d'ailleurs que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne, enfin je ne crois pas, je ne m'en souviens pas, des femmes dans l'armée, des femmes dans des métiers tels que justement gendarmes, police, pompiers, etc., ambulanciers, mais c'est toujours assez, alors pas délicat, moi j'ai mon petit avis là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais en fait quand on voit ce genre de situation, on se rend compte qu'en tout cas il y a une inégalité. J'en parle par exemple pour le métier d'ambulancier que je connais d'un peu plus près, que je n'ai pas pratiqué, mais un de mes proches, oui. Et en fait, je peux vous dire que pour lui, c'est pas drôle du tout de faire équipe avec une femme, parce que il a rien contre les femmes, pas du tout. Ça se passe très bien dans l'absolu, la journée se passe bien. Par contre, quand il s'agit de porter des malades qui sont un peu lourds, ou même sans être très lourds, voilà, c'est quand même un métier assez physique. Là, je peux vous dire, la personne en question, elle préfère faire équipe avec un homme qu'avec une femme. Et c'est comme ça, quoi qu'on dise. Alors, il y en a qui vont certainement me sortir en commentaire. Mais moi, je connais une femme qui est plus forte physiquement que tel homme. Oui, bien sûr, mais de façon générale, les hommes sont plus forts que les femmes. Et d'ailleurs, dans un autre reportage que j'avais vu, j'étais en plein dans ma période, reportage sur les pompiers, la police, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on voit aussi un homme en fait, un obèse de 250 kilos qui doit se faire déplacer de chez lui à l'hôpital parce qu'il a un problème au rein. Et donc c'est les pompiers du Grimpe qui arrivent. Donc vous savez, les unités spécialisées, notamment quand il faut évacuer des personnes par les fenêtres ou je ne sais quoi. Et donc les pompiers du Grimpe arrivent. Finalement, pour une histoire de procédure, etc., on appelle finalement le SAMU et les pompiers n'ont pas le droit d'intervenir. Et le SAMU arrive, et en fait, au bout d'une heure d'attente, et en fait, les trois pompiers, donc Grimpe quand même, qui est une unité spécialisée, voient débarquer un SAMU avec deux femmes ambulancières, je sais pas comment on dit, deux femmes qui font équipe dans cette ambulance du SAMU et qui arrivent pour déplacer donc ce bon monsieur qui fait 250 kilos. Déjà, je pense que les trois pompiers du Grimpe allaient avoir du mal. Alors juste ces deux nanas là, c'est juste hyper drôle quoi. Et le pompier arrive, il dit voilà les gros bras qui arrivent pour nous aider. Bon, c'était humoristique. Je pense qu'il y en a peut-être qui y ont vu du sexisme, du machisme ou je sais pas quoi. En fait non, c'est juste du réalisme quoi. Et quand on parle de tous ces, d'ailleurs je crois que j'avais vu une interview d'un des responsables du GIGN, je crois. En tout cas ce genre d'organisation, et quand on demandait justement à ce bon monsieur, est-ce que c'est ouvert aux femmes, enfin est-ce que les femmes peuvent postuler, peuvent faire les examens d'entrée, les épreuves éliminatoires, etc. Et il avait dit il n'y a pas de problème, sauf que nous l'égalité c'est l'égalité jusqu'au bout, homme-femme, donc toutes les épreuves sont les mêmes pour tout le monde. Et effectivement, de par le fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les effectifs, voire pas du tout. Enfin, je ne sais plus s'il y en avait quand même quelques-unes ou pas, mais effectivement, c'était pas du tout la même chose et pas du tout la majorité ni l'égalité. Comme dans énormément de métiers d'ailleurs, vous êtes très souvent, vous les hommes qui m'écoutez, vous le pointez souvent en commentaire, mais évidemment j'en ai bien conscience, qu'il y a des métiers où les féministes ne réclament absolument pas ni l'égalité ni les quotas, donc on se demande pourquoi, que ce soit éboueur, plateforme pétrolière, maçonnerie, ce genre de métier un peu plus physique et ingrat, comme par hasard.
il y a moins de femmes qui se battent pour les quotas, ce qui est d'ailleurs très injuste, je trouve, parce que si on veut vraiment déjà l'histoire des quotas en elle-même, c'est une injustice, mais vouloir imposer des quotas à certains endroits et pas dans d'autres, vouloir se battre pour qu'il y ait des femmes qui fassent partie des comités de direction, mais pas dans, je sais pas, dans des métiers moins bien payés ou je ne sais quoi, ça, comme par hasard, il y a personne qui réclame. Donc voilà, bon, c'était pour les petits traits d'humour avant de commencer vraiment cette chronique. Et dernière petite publication humoristique sur laquelle je suis tombée sur Instagram, que je vous mettrai là à l'écran, qui est humoristique mais pas tant que ça. Alors je vous la lis. Les hommes pensent que les femmes s'habillent pour eux. Mon ami, nous nous habillons en fonction de notre calendrier d'épilation, de nos cycles menstruels, de nos changements d'humeur, de notre localisation, de la saison, des chaussures qui iront avec la tenue, des sacs, du rouge à lèvres et de la disponibilité de nos sous-vêtements. Tu n'es pas dans la liste, donc détends-toi. Alors j'ai trouvé ça assez drôle, mais assez vrai en même temps, enfin vrai et faux. Donc évidemment, c'est ça qui est rigolo à voir, et pour moi c'est une évidence, depuis le temps que je vous parle du sujet de la tenue vestimentaire. Effectivement, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, le cycle menstruel en fait partie, le changement d'humeur aussi, bon, la saison, la localisation, ça va sans dire, quoique il y a des personnes qui effectivement n'ont plus le savoir-vivre nécessaire et la présence d'esprit aussi nécessaire pour s'habiller en fonction de leurs activités, des gens qu'ils vont rencontrer, de l'endroit où ils sont, etc. Et voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais voilà, la personnalité, l'humeur, tout ça évidemment en fait partie. Par contre, je trouve ça assez gonflé de dire les femmes ne s'habillent pas pour les hommes, vous n'êtes pas dans la liste. À la limite, s'ils avaient dit bon, tu fais partie d'une longue liste et d'une des multiples choses auxquelles nous faisons attention ou qui nous motivent pour nous habiller, qui influent sur notre façon de nous habiller, ça aurait déjà été un peu moins mensonger. Là, c'est carrément mensonger. Je pense que quand on rencontre pas forcément des hommes tous les jours, ou on ne s'habille pas tous les matins en se disant au cas où je rencontre l'homme de ma vie, ou je vais m'habiller pour mon voisin, pour le boucher, pour je sais pas quoi. Non, pas du tout. Mais quand même, évidemment, dans certains contextes, il est évident qu'on fait aussi attention à la façon dont on s'habille par rapport aux personnes avec lesquelles on est et au contexte dans lequel on est. Et les hommes en font partie, et que ce soit notre mari, notre conjoint ou peu importe, évidemment que ça a un impact. Donc ne nous voilons pas la face. Alors ça fait 2-3 chroniques d'actualité qu'à chaque fois je la termine, je la conclue, j'arrête l'enregistrement et je me dis zut, j'ai encore oublié de parler de ça. Donc je le fais maintenant pour ne pas oublier. Je voulais vous parler des femmes au foyer. C'est un sujet que j'ai déjà abordé en podcast, je vais vraiment l'aborder rapidement maintenant. L'idée n'est pas de faire un podcast là-dessus entier. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les podcasts et les articles que j'ai déjà fait à ce sujet-là, et qui suscitent toujours beaucoup de remue-ménage, on va dire, beaucoup de remous. Et très souvent, une des choses qu'on me dit, c'est bon voilà, les femmes sont libres, les femmes font ce qu'elles veulent, etc. Et comme parfois dans mes podcasts, je mentionne le fait que les mères au foyer sont vraiment très souvent soit ignorées de toute façon, après ça se voit, rien que pas juridiquement, mais rien que du point de vue du fait qu'elles ne cotisent pas pour la retraite par exemple, etc., que si le mari meurt, tombe au chômage, la quitte, peu importe, il n'y a aucune garantie pour la femme au foyer. Bref, tout ça montre bien que d'un point de vue officiel, gouvernemental, je sais pas si c'est le mot adapté, mais bon, déjà on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment bien considérée. Et dans les médias, etc., il suffit de taper tradwife ou je sais pas quoi, jamais vous allez trouver un article positif, c'est vraiment très rare. Donc je salue par exemple l'initiative du site Fabuleuse au foyer. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder. Justement, c'est il n'y a pas beaucoup d'initiatives de ce genre pour mettre en valeur, pour aider, pour soutenir, pour vraiment un peu... c'est pas juste mettre en valeur à tout prix la femme au foyer et dire que toutes les femmes au foyer sont géniales et dire que ça convient à tout le monde et dire que c'est une femme au foyer forcément une femme parfaite ni quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est juste avoir aussi certaines ressources pour ces femmes et les soutenir dans leur choix, tout simplement. Et très souvent, ça arrive de temps en temps qu'on m'objecte, je sais pas si c'est le bon terme,
aussi qu'on me fasse l'objection comme quoi mais non, tu te montes la tête, pas du tout, les femmes au foyer sont pas dénigrées, chacune fait ce qu'elle veut, voilà, on est libre dans nos choix et on n'a rien contre les femmes, celles qui décident d'être femmes au foyer, si c'est librement, etc., il n'y a pas de problème, etc. Bon. Déjà, je suis vraiment très peu d'accord avec ça, et j'ai reçu justement un témoignage d'une lectrice qui m'écoute sûrement, donc je la salue au passage, qui me disait que par exemple dans sa classe, sa fille a osé dire, donc sa fille qui est en 4e, pardon, a osé dire qu'elle voulait être femme au foyer, et la réaction des professeurs a été beaucoup plus violente de la part des femmes que de la part des hommes. Donc pour ces personnes-là, pour ces professeurs, en fait, cette fille se gâche ses talents en voulant être femme au foyer. La pauvre, elle est en 4e, sympathique de vivre ce genre de choses à cet âge-là et devant tous ses camarades, etc. Enfin, j'imagine vraiment la situation. J'ai énormément de témoignages que je publie d'ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux et sur le livre d'or du blog, donc n'hésitez pas à les regarder, je vous mets également le lien en barre d'infos, de témoignages de personnes justement qui me disent mais c'est votre blog Thérèse qui m'a aidé à assumer mon statut, à sauter le pas, à faire ce que j'hésitais à faire depuis longtemps et je suis tellement heureuse maintenant que je suis femme au foyer, etc. Donc vous voyez, c'est de petits coups de pouce. Alors après moi je fais rien de spécial, hein. C'est votre décision et votre courage aussi bien sûr, mais tout ça pour dire qu'effectivement ça n'est pas du tout ni un statut, ni une ni un choix de vie qui est spécialement recommandé, admiré, sans avoir même besoin d'aller jusqu'à l'admiration, mais juste d'avoir un vrai choix éclairé, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent même pas devenir femme au foyer, parce que tout le monde leur dit qu'elles sont entretenues, que je ne sais pas quoi, même par leur propre famille, quoi, ou qui leur font peur. Ben ça, après je comprends, hein, par rapport au mari qui peut toujours tomber au chômage, mourir, les quitter, etc. Ça malheureusement c'est des choses aussi qui peuvent arriver, donc d'où l'importance aussi de donner un statut officiel, de donner quelques garanties et quelques protections pour ces femmes au foyer. Et il y a, alors je sais pas, j'ai fait la capture d'écran le 31 janvier, donc pour moi ça fait déjà un mois que je suis en train de traîner avec ces sujets dont je veux vous parler. Donc j'ai eu un commentaire justement sous un podcast où je parlais des femmes au foyer, ou non, peut-être sous une chronique d'actualité, en disant que voilà, que tout le monde n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qu'en gros il y a que les richissimes qui peuvent s'offrir le luxe d'être femme au foyer, alors que pas du tout. J'en ai déjà parlé 1000 fois. Au contraire, souvent ça fait faire des économies. Et puis cette personne dit: mon avis sur les femmes au foyer, des femmes qui veulent rester enfermées chez elles, dépendre d'un mari et être rémunérées par la société et par nos impôts. Non mais pour vous dire, quand je l'ai lu, franchement ça m'a fait sourire, mais en vrai c'est super triste de se dire qu'il y a vraiment des femmes qui voient les femmes au foyer comme ça. Vous imaginez le soutien, enfin justement c'est pas du tout du soutien, le mépris, la méchanceté de ces femmes qui disent en gros, non seulement il y a ton mari qui t'entretient, ça c'est quelque chose de toute façon qui revient très souvent, mais en plus moi je suis en train de t'entretenir avec les impôts que je paye, quoi. Enfin, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, voici pour la CAF évidemment, peut-être que ça passe par nos impôts parce qu'il y a des allocations pour les familles nombreuses, etc., ou à partir d'un certain nombre d'enfants, mais je crois pas que ça soit la femme au foyer en tant que telle qui reçoive un salaire ni quoi que ce soit. Enfin, on peut pas dire que la femme au foyer, que les femmes au foyer sont payées par nos impôts ou par les vôtres ou peu importe. Mais bon bref, tout ça pour vous faire un peu prendre conscience de ce climat et vous ouvrir les yeux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes quand j'aborde ces sujets qui, je pense, alors soit sont vraiment pas au courant, soit sont de mauvaise foi et prétendent que le statut de femme au foyer, il n'y a aucun problème à l'heure actuelle, que tout le monde est très très libre, que c'est aussi bien vu que de choisir sa carrière, etc. Eh bien écoutez, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas du tout. Autre, je change complètement de sujet, une mauvaise nouvelle, donc c'est alors, pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble que j'en avais parlé dans une chronique d'actu, le délai de l'avortement médicamenteux à domicile avait été rallongé, passant de 5 à 7 semaines de grossesse. Le but étant de dire que le confinement ne permettait pas aux femmes de sortir comme elles le voulaient pour avoir leur rendez-vous de médecin ou autre, et donc avaient besoin d'un délai allongé pour pouvoir avorter. C'était évidemment la priorité de notre gouvernement ou de notre
ministère de la Santé plutôt, pendant le confinement. Je ne commenterai pas plus que ça, mais là en fait il y a un décret qui a été publié le samedi 19 février et qui va, alors je pense qu'il n'est pas encore... je ne sais pas s'il est encore appliqué ou pas, mais en tout cas publié le 19 février, qui va permettre aux personnes désirant avorter d'être reçues en téléconsultation par un médecin ou une sage-femme et de pouvoir retirer leur prescription dans une pharmacie proche de chez elles. Donc il y en a évidemment qui sont très contents, qui disent que ce soit pour la discrétion, le respect de la vie privée, la commodité, etc. c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que vous êtes encore moins soumis à... vous n'avez aucune restriction. Enfin, en gros, ça devient comme j'ai mal à la tête, je prends un médicament, j'ai envie de tuer mon bébé, j'avale une pilule aussi. Enfin, voilà. D'autres tac. Et à la fin, il y a à la fin de l'article, parce que c'est un article de Mademoiselle, il y a une femme il y a un extrait d'un tweet d'une femme qui dit « Hier j'ai avorté et je crois qu'il faut que j'en parle parce que ce que j'ai vécu est finalement très loin de l'idée que j'en avais. Si l'accompagnement médical a été ultra bienveillant, j'ai l'impression qu'on cache une partie de la violence du procédé. Merci de dire à voix haute ce que beaucoup d'associations pro-vie, etc. disent depuis bien longtemps. On cache très souvent la réalité de l'IVG et on ne dit pas aux femmes ce qu'elles vont subir psychologiquement, physiquement et toutes les séquelles qu'elles vont avoir toute leur vie dans la plupart des cas, pas forcément tous, mais dans énormément de cas. Il y a des séquelles psychologiques et physiques, donc même cette personne qui a l'air d'être pour l'IVG en parle. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai, voilà, ça fait beaucoup de liens, il faut que je pense à vous les mettre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et puis comme ça vous pourrez vous renseigner un peu plus sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant. Autre nouvelle. Alors ça c'était quoi? Oui, c'était sur l'hystérie des femmes. Sur un article de Mademoiselle. La petite histoire très sexiste de l'hystérie et des gonzesses hystériques. Gonzesses hystériques, c'est entre guillemets dans le titre de l'article. Je ne me permettrai pas de dire ça. Bon, le début de l'article est pas très intéressant. Enfin, c'est un peu sur l'histoire de l'hystérie, qui est donc une maladie psychiatrique, si je ne me trompe pas. Enfin, si j'utilise des bons termes, mais c'est une vraie maladie nerveuse, il me semble, mais qui a été, on va dire que le mot hystérie est passé dans le langage courant, en fait, tout simplement, et ça c'est un peu ce que l'article ne semble pas réaliser. Il fait plein de mélanges, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais effectivement quand on traite quelqu'un d'hystérique, ça veut pas dire que la personne a une maladie psychiatrique grave, ça ne veut pas forcément dire ça. On peut traiter d'hystérique, c'est un peu l'insulte pour dire que la personne est un peu folle, qu'elle dit n'importe quoi, que ses réactions sont un peu ou très comment on dit, qu'on ne peut pas les anticiper. Évidemment le mot ne me vient pas, mais des personnes un peu instables, imprévisibles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, tout simplement c'est un peu un mot qui est passé dans le langage courant et qui ne veut pas du tout, qui n'est pas là pour nommer cette maladie particulière. Et donc la conclusion un petit peu de l'article m'a fait penser au fait que, voilà, par exemple ils disent si un homme crie c'est un chef, une femme qui s'emporte c'est une hystérique. Alors peut-être que dans certains cas effectivement il y a des jugements, pardon pour le bruit, peut-être que dans certains cas il y a des jugements qui sont émis un peu trop rapidement et effectivement on juge mal certaines femmes et on les traite d'hystériques vraiment sans raison et sans justification. Mais ceci dit, ça m'a fait un petit peu penser à ce dont je vous avais parlé dans mon podcast sur l'indépendance des femmes, par rapport à justement les femmes qui ont un fort caractère, qui disent ouais j'ai un fort caractère, faut que les autres l'admettent, l'acceptent, etc. Mais les hommes ont peur d'être avec une femme qui a un fort caractère. Et en fait souvent dire qu'on a un fort caractère dans ce contexte-là, c'est souvent enfin pour dire j'ai un sale caractère, je fais ce que je veux quand je veux, je dis ce que je veux, et puis t'as pas ton mot à dire et tu dois m'accepter comme je suis, je ne veux pas m'améliorer, je ne veux pas me perfectionner, je ne veux pas travailler sur mes défauts, en gros je veux être toujours très spontanée et sans filtre quoi.
Et puis à toi d'assumer ou de pas assumer, de me supporter, et puis tant pis pour toi, quoi. Moi, j'ai pas d'effort à faire. Les hommes doivent travailler sur leurs défauts, mais les femmes ne doivent pas travailler sur leurs défauts. Donc là, c'est un petit peu la même chose avec l'hystérie. Alors, quand est-ce qu'ils le disent? Je sais plus, ils parlaient de certaines revendications, d'un titre de Valeurs Actuelles qui disait Délation, chasse à l'homme, théorie du genre, les derniers combats de l'hystérie féministe. Et c'est vrai que, bon, je vous en parle souvent dans mes chroniques d'actualité ou mes podcasts, et j'en ai parlé encore tout à l'heure, il y a vraiment des revendications féministes qui sont totalement idiotes, qui, comme je le disais tout à l'heure, portent préjudice à leur cause, qui n'ont ni queue ni tête, qui deviennent justement une espèce, et c'est elles qui font une espèce de chasse aux sorcières complètement... en fait, c'est ça, le mot c'est hystérique. Et donc là, c'était bien choisi, c'était bien, je trouve en tout cas bien choisi comme titre. Il y en a aussi qui titraient Comment les féministes sont devenues folles, elles hystérisent la présidentielle et le débat, mais c'est vraiment exactement ça. Et pour conclure sur le sujet de l'hystérie, j'en avais parlé également en chronique d'actualité, quand on voyait c'était au Royaume-Uni que ça se passait, et c'était un témoin alors je sais plus si c'était un témoin de Jéhovah ou autre, en tout cas une personne religieuse qui avait une personne croyante, quoi, qui était dans les quartiers gays de Londres ou de je ne sais plus quelle ville, et il y avait une personne justement complètement hystérique qui lui répondait. Enfin, au début ils échangeaient quelques mots, et la personne en plus était très posée, très gentille, etc. Et la personne avec les cheveux rasés en face et le drapeau LGBT, au bout d'un moment, n'ayant plus aucun argument, se mettait à hurler, mais à hurler d'une façon complètement stupide et en plus enfantine, dans le sens j'ai pas envie d'entendre ce que t'as à dire, je suis incapable de donner des arguments. Enfin, je veux dire, soit on part, soit on donne des arguments, soit on appelle la police s'il y a quelque chose qui se passe, mais je veux dire, hurler comme ça, enfin, et c'est pas du tout la première fois que je vois ce genre de vidéos et de comportements chez les féministes. Donc en fait, elles apportent de l'eau à ce moulin-là, malheureusement. Donc c'est elles qui nourrissent leur propre réputation, si je puis dire. Donc c'est assez triste, malheureusement. Alors ça, c'est pas la peine, je vais passer, on n'a pas le temps. Et encore une toute petite chose, c'était cette interview de Céline Tran ou Tran, je suis désolée, je la connais pas, je sais pas comment ça se prononce, qui se confiait sur ses envies de maternité en disant: cette pulsion m'a quittée. Donc en fait, c'est une ancienne actrice de films pour adultes, allons-nous dire, si on peut dire actrice aussi, je ne sais pas, qui apparemment a vaguement changé de vie et qui disait, apparemment elle a écrit son autobiographie dans laquelle elle disait: quelque chose en moi souhaite sentir un deuxième cœur battre, un deuxième cœur autre que le sien, donc elle souhaite avoir un enfant. Cette idée folle, je n'ai pas le droit. Cette idée est folle, je n'ai pas le droit d'y penser, je suppose. Ai-je la permission de devenir maman? Et puis quand la journaliste qui l'interviewait lui demandait un peu, ce que signifiait ce passage, elle disait qu'en fait maintenant, elle se sent femme, elle n'a jamais ressenti autant de joie à l'incarner. Devenir maman, cette pulsion m'a quittée, je n'ai pas besoin d'être mère pour prendre soin, je le fais à travers mes séances. Alors mes séances de quoi? Ah, devenue coach de vie et hypnothérapeute. Donc elle prend soin des autres, enfin le fait d'être tournée vers les autres, de prendre soin d'eux, de rendre service, etc. Donc elle le fait à travers son coaching, en rencontrant l'enfant qui demeure en chacun. Bon, ça c'est un peu plus bizarre. Est-il vraiment sage de peupler davantage cette planète? Le choix est simple car il est commun. Nous suffisons. À propos de son histoire d'amour, nous suffisons. Plusieurs choses intéressantes. Effectivement, le fait de prendre soin des autres, ou de cet instinct maternel, cette envie de maternité qu'on peut toutes avoir à plus ou moins grand degré, enfin à des degrés plus ou moins importants, effectivement peut tout à fait s'assouvir, c'est peut-être un mauvais mot, mais peut très bien s'appliquer, se mettre en application et concrètement, sans avoir d'enfant, mais je sais pas, une institutrice, une infirmière, les religieuses, c'est une maternité spirituelle aussi, donc d'une autre façon. Pourquoi pas son coaching, le fait d'avoir des patients, je sais pas si on peut appeler ça des patients, enfin voilà, les gens qu'elle reçoit, qu'elle aide, qu'elle guide. Effectivement, ça je suis tout à fait d'accord. C'est un peu bizarre sa phrase sur je rencontre l'enfant qui demeure en chacun de ses patients, oui bon. Mais sinon oui, effectivement, être mère, prendre soin des autres, ça peut se faire d'autres façons que physiquement. Il y a non seulement la maternité charnelle, mais il y a aussi la maternité spirituelle ou surnaturelle. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs
dans plusieurs podcasts à ce sujet. Par contre, voilà, ce qui me choque effectivement, c'est est-ce qu'il est sage de peupler davantage la planète? Et autre chose, nous suffisons. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, cette espèce de d'autosuffisance, d'être très tourné vers soi. Alors c'est à la fois vers soi, vers elle, et quand même là vers son couple, hein, c'est pas complètement 100% égocentrique, mais c'est très on est tous les deux, on se suffit à nous-mêmes, et voilà, pas besoin d'avoir d'enfants, etc. Oui, je sais pas si... Mais dites-moi ce que vous en pensez sur cette phrase. Là, j'attends vos commentaires. Nous suffisons. Donc nous suffisons, sous-entendu, je sais pas si elle est mariée ou pas, enfin son compagnon et son nouveau compagnon. Voilà. Donc son conjoint et elle dit nous suffisons, pas besoin d'enfants, et puis en plus on veut pas repeupler la planète. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai un petit peu mon avis sur la chose. On entend de plus en plus ce genre de discours et c'est vraiment assez navrant. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Je note au fur et à mesure sur mon petit papier tous les liens. Je vous dis que je vous mettrai parce que sinon je vais oublier. Et dernière petite actu que l'une d'entre vous m'a envoyée et que je remercie, donc un article de Vogue. Alors plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, Vogue qui titre le 17 février « Mode modeste, 24 looks inspirants repérés à la Fashion Week automne-hiver 2022-2023 ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un magazine mode aussi connu et aussi... pour moi Vogue c'est vraiment... Je ne lis pas du tout d'ailleurs, mais je pense que quand on dit Vogue, on sait que ça évoque tout de suite... je pense un magazine qui fait un peu la pluie et le beau temps en matière de mode, d'influence, etc., qui est assez connu, et que eux s'intéressent à la mode modeste, c'est quand même un bon point. Je pense qu'il faut le souligner. Après, on n'a pas forcément la même définition, mais c'est intéressant. Alors l'article commence: l'expression mode modeste fait référence à une manière de porter les vêtements moins révélateurs de peau, qui répond à des spécifications religieuses, une esthétique ou un confort personnel. J'ajouterais même ou les trois à la fois. Plus connue en anglais sous l'appellation modest fashion, la mode modeste est un terme marketing apparu au milieu des années 2000 aux États-Unis. Ce mouvement avait pour but de répondre à un manque d'offres, de silhouettes fluides, couvrantes, confortables et minimalistes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et c'est notamment au Fashion Week de Copenhague puis de New York que l'on retrouve des codes communs à la mode modeste. Oui, bon, là je suis pas trop d'accord. Blazer oversize, donc les trucs trop grands, enfin on prend la taille 2 ou 3 tailles au-dessus de la nôtre. Longue robe, d'accord. Athleisure, donc ça je pense que c'est un peu les vêtements de sport, mais qu'on ne porte pas pour faire du sport, mais pour être au quotidien. Enfin pour être, je sais pas, confortable chez soi. Et surtout un flair pour des superpositions fonctionnelles et élaborées. Bon, je vais pas continuer l'article, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, retenons le positif pour cette fois-ci. Retenons le positif. Un grand magazine comme Vogue qui parle de ce sujet, c'est quand même sympathique, donc on ne va pas trop râler. Voilà pour les nouvelles de cette semaine. J'espère que cette chronique d'actu vous a plu. N'hésitez pas vraiment à commenter, à partager vos analyses juste en dessous de la vidéo. Nous avons toujours des échanges intéressants, donc c'est super, je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement avec du contenu exclusif. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux, aller faire un petit tour sur la boutique de robes. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.